Le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou, SENA, qui est situé à Ouagadougou, en centre-ville d'ailleurs, et c'est un centre qui forme les artistes modéleurs, fondeurs de bronze, qui fabrique notamment les statues, donc les statuettes, je vais dire, et puis notamment ces dessins batiques-là qu'on a l'habitude de voir. Au niveau de ce centre, ce sont également des boutiques d'exposition et de vente de ces objets d'art-là. Donc vous avez la possibilité d'aller vous procurer de ces objets-là, made in Burkina, pour exposer dans vos salons. Ça serait l'idéal. On va encore découvrir ce centre à travers le témoignage de ce matin. Je suis Ali Nikema, sculpteur fondeur, formateur au niveau du Centre national des arts, réalisateur de certains monuments de la ville de Ouagadougou, tels que la bataille des rails, le monument des sports, les chevaux qui sont à la présidence, et voilà, un peu à Lango, à Naziboni à Dédougou, le rond-point de la femme à Dédougou, un peu à Wayuvia, bon, un peu partout, un peu à l'étranger aussi. Voilà. La formation au niveau du centre, ça s'est fait de telle sorte on reçoit des demandes, on peut visiter les ateliers aux candidats. Et les candidats, selon l'atelier qui le branche, nous disons que c'est cet atelier qu'il va réussir. Donc on le prend à partir de cet atelier-là et on commence l'initiation à partir un peu du dessin et tout ça. Et la section qu'il va faire, si c'est la section de modelage bronze, il commence à apprendre le modelage. Si c'est la section sculpture sur bois, on commence à lui donner un bout de bois à tailler. Si c'est le batik, on commence à lui donner un tissu à dessiner. Voilà comment ça se passe la formation. En ce moment, c'est par volontariat beaucoup. Par recrutement, ça se fait au niveau de l'INAFAC, où il y a une autre école aussi là-bas. Mais ici, généralement, les gens viennent ou par parents interposés qui expriment le besoin de faire former son enfant ou des enfants qu'on nous amène. Ah, je voudrais que vous le preniez pour qu'il forme, et puis on le fait passer à la direction. Il remplit les formalités à la direction et puis nous, formateurs, on se met à la tâche. Les gens s'intéressent réellement, mais c'est qu'il y a un problème. Les gens pensent que ce métier-là, c'est quand il n'y a pas une autre porte de sortie que tu viens. C'est dommage. C'est un métier noble, c'est un métier de la création, c'est un métier d'ouverture. Ça fait l'ouverture des enfants. L'exemple, quand nous, on initie les rencontres pour prendre les enfants pendant les vacances ici, mais quand les enfants viennent, ils viennent le matin et ils partent à midi. Les parents souvent viennent les chercher, ils ne veulent pas partir parce qu'ils découvrent autre chose. À partir du moment qu'ils réalisent quelque chose et qu'ils voient qu'il a réalisé quelque chose de visible, ça l'ouvre l'esprit. Il commence à dessiner un oiseau, après il va dessiner une voiture demain, il va dessiner un avion demain. C'est là que la création commence. C'est là que les tendances commencent. C'est là que l'enfant commence à chercher son chemin. Donc, essayer d'enseigner l'art dans les écoles, c'est faire une petite ouverture aux enfants, permettre aux enfants de pouvoir créer, et en créant, on trouvera les inventeurs là-bas qui vont nous inventer des choses merveilleuses pour le Burkina. Je remercie tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils prennent l'art comme le métier de quelqu'un qui a échoué. C'est le métier de quelqu'un qui cherche. C'est le métier de quelqu'un qui crée. C'est le métier de quelqu'un qui éduque le peuple. C'est le métier de quelqu'un qui appelle la conscience. C'est le métier de quelqu'un qui dénonce. Moi, c'est Balima Boubacar, je suis un modèle fondeur. Je suis en train de mouler cette tête c'est la cire d'abeille d'abord, mais c'est un thème de ananas. Il faut la cire d'abord pour modeler, on modèle ça directement. Et après, il faut faire mouler. Je suis en train de mouler comme ça. Ça dépasse 30 ans ici. Je m'en sors, hein. C'est un peu difficile. Actuellement, on n'arrive pas à écouler. Bon, le marché est mort, donc bon, pour le moment, ça ne va pas. Ce sont des étrangers, surtout les Européens, surtout eux. Bon, il y a des Africains aussi, mais pas comme les Européens. C'est bon, ce n'est plus comme avant. Sinon, actuellement, bon, tout est mort, hein. Ça ne va pas. Il faut des galeries, bon, les lieux d'expo, surtout les galeries, et puis surtout la publicité aussi. Voilà, il faut ça, sinon, bon, actuellement, ça ne va pas. Je m'appelle Oudrao Vincent, chef de section batik. Pour réaliser un batik, il faut d'abord un tissu en cotonnade. On l'achète à la place du marché, au marché central. Ensuite, on vient le découper, on fait le dessin à main levée, au crayon. Après le dessin maintenant,
avec ce récipient appelé Ganting, le deuxième crayon acier. Bon, on utilise la bougie et on suit les contours du dessin. Vous voyez, pour délimiter le dessin. Pour garder les formes du dessin d'abord. Donc ensuite maintenant, avec un grand pinceau, on essaie de couvrir l'extérieur du dessin. Les difficultés sont énormes hein, parce qu'il y a deux fois manque du matériel. Ensuite il y a l'écoulement des œuvres. Bon, manque de publicité, voilà, ainsi de suite quoi. Et surtout les formations, à peu près plus de 30 ans hein, que je suis là. On essaie de s'en sortir, sinon c'est pas facile. Hein. Surtout avec les djihadistes là, bon, les gens ne viennent plus, les étrangers ne viennent plus, il n'y a plus de touristes. Mais on essaie de faire ce qu'on peut. S'ils pouvaient relancer les achats des œuvres là comme avant, ils pouvaient relancer les achats là encore, ça allait nous faire plaisir. De retour sur ce plateau, c'est l'heure pour nous de feuilleter les journaux ensemble à travers la revue de presse. Recevons ce matin le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Smaïl Arabo, pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue Elhadj. Bonjour Abzeta, merci. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Qu'est-ce qui alimente l'actualité aujourd'hui? Nous commençons avec le journal Le Quotidien. C'est la distribution des moustiquaires, lutte contre le paludisme au Burkina Faso. La campagne de distribution de 15 155 950 moustiquaires imprégnés lancée. Burkina Faso, Yves Kafando, le cauchemar des fraudeurs. Il s'agit du nouveau directeur général des douanes. Dans digne d'intérêt, justice, l'ancien ministre Alpha Thiem Touré condamné à 18 mois de prison avec sursis. RN3, un accident fait une douzaine de blessés. Fraude BPC à Bobo, 10 jours de travaux d'intérêt général pour les élèves. Kamti, des orpailleurs clandestins interpellés et réorientés vers les travaux d'intérêt général. Promotion immobilière au Burkina, NIPAB SA obtient officiellement son agrément. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une de Le Quotidien. L'Express du Faso à présent, campagne cotonnière 2025-2026. On a prié à Dieu la Soba pour une bonne pluviométrie. Dans la rubrique Autant le dit, tuerie en Iran et en Israël, où sont passés Human Rights Watch et autres points d'interrogation. Direction générale des douanes qui est Yves Kafando, le nouveau patron. Vrai ou faux, ENAFA de Maturkou, élaboration d'un plan de communication triennal 2025-2027. Base aérienne 210, sortie de contingent de la classe 2024 aujourd'hui. Au palais de justice condamné pour vol de pneus de véhicules et réouverture des écoles, l'UNICEF salue les efforts du gouvernement. Citoyen, le quotidien d'État à présent. Audience à l'Assemblée législative de transition, Ousmane Bougma reçoit la BOAD et le FMI. Lutte contre le paludisme, plus de 15 millions de moustiquaires à distribuer. Réouverture des écoles, l'UNICEF salue les efforts du gouvernement. On peut lire aussi reconquête du territoire, 690 nouveaux VDP prêts pour la défense du Burkina. Diplomatie, défense et sécurité, la quête d'une cohérence des politiques et stratégies. Cadre de concertation de la province du Yatenga, l'importance de la cohésion sociale décryptée. On a aussi à la une de Sidoya, Journée mondiale du réfugié, le site de Maturkou, vitrine de l'intégration par l'agriculture. Lutte contre les pertes post-récolte, le programme Regain officiellement lancé. Stratégie nationale de l'état civil, un taux d'exécution physique de 64,11% en 2024. Passons à présent au journal Le Pays. Distribution universelle de MILDA, 33 milliards de francs CFA mobilisés. Maurice Konaté, PDS de la commune de Ouaga, à propos de l'opération de libération des emprises des voies publiques, nous avons observé une baisse de 37% des recouvrements. Mystère psychique et spirituel, marché par mégarde sur une fourmilière attire des malheurs, selon Roch Bakiono. Dans Pot pourri du journal Le Pays, TGI Ouaga 1, les détails sur le verdict du procès de Salifo Thiem Touré.
Diocèse de Koudougou, Monseigneur Alexandre Bazier, nommé administrateur apostolique. Et ActuFoot pour terminer, Felgueras FC accueille Faisal Zangré dans ses rangs. Aujourd'hui au Faso, cadre d'affiliation CNSS dans les transports routiers, un illustre contrôleur d'une journée sur les axes Ouagadougou-Dédougou. Draft consensuel des experts rwando-congolais en attendant le paraphe des ministres le 27 juin à Washington. Reconquête du territoire, 690 nouveaux VDP opérationnels. Après leur dissolution au Mali, compte et mécompte des subventions des partis politiques. Dans News du jour 2025, 1 349 720 dossiers enregistrés pour le bac et bac plus au concours direct. Un accord intergouvernemental signé pour le nucléaire civil. Maître Bayala échange avec Luxorgo. Justice 18 mois de prison avec sursis et une amende de 5 millions de francs CFA pour l'ex-ministre Salifo Thiemtore. Patrimoine routier, le ministre Sana engage le combat contre les camions hors gabarit. Lutte contre le paludisme, la campagne de distribution gratuite des Milda lancée et orchestre de la présidence du Faso. Une première sortie réussie avec Maestria à Pau. Terminons avec l'Obs. L'Observateur Palga affiche à sa une ce matin, hôpital de Bogodogo, une chaîne de solidarité ouverte pour les quintuplés de Zénab. Lutte contre le paludisme, plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés seront distribués cette année. Une lettre pour l'ail à la paille 6, palais de justice, cri de cœur du NADO, 18 mois avec sursis et amende de 5 millions contre Salif Thiemtore pour délit d'apparence. À l'Obs et à Nassa, la famille de Wonyande reconnaissante, 24 70 553 de Burkinabé. En 2025, c'est allié à la une de l'Observateur Palga ce matin. Merci bien Elage pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité, sujets qui vont intéresser la population, notamment cette campagne de distribution de moustiquaires pour lutter contre le paludisme. C'est ça. Le Premier ministre a lancé l'opération hier à Komsilga, commune à proximité de Ouagadougou. 15 millions de moustiquaires, c'est pour 30 millions de Burkinabés, parce que c'est une moustiquaire à raison de 2 personnes. Voilà. Donc dans les familles, elles doivent s'organiser pour que les moustiquaires suffisent. Quand vous avez une famille de 12 personnes, ça veut dire que vous avez droit à 6 moustiquaires. Quand c'est 4 personnes, 2 moustiquaires. Voilà. Et c'est la énième fois, 6e, 7e opération comme ça. Le Premier ministre l'a rappelé, il a dit en fait, c'est difficile pour l'État d'un point de vue des défis économiques et financiers, mais le président Ibrahim Traoré a souhaité, avec les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'Organisation mondiale de la santé, que cette distribution-là se fasse encore, parce qu'on peut pas, on la fait pas d'habitude tous les ans, voilà, mais au moins tous les 2 ans. Donc le président a souhaité que ça soit répété pour que les familles aient des moustiquaires. Encore faut-il les utiliser une fois qu'on les a reçus. Le Premier ministre a insisté sur le fait qu'il ne doit pas avoir de malversation autour de la distribution de ces moustiquaires, parce que des dispositifs seront mis en place pour surveiller et éventuellement sanctionner ce qui s'adonnerait à d'éventuelles malversations, détournements de ces moustiquaires imprégnés-là. Pourquoi? Parce que la lutte contre le paludisme, vous en avez parlé avec des invités il n'y a pas si longtemps que ça sur votre plateau. Voilà, c'est la première cause de consultation, d'hospitalisation, de décès dans les formations sanitaires du Burkina pour 2024. Les statistiques font ressortir 10 millions de cas de paludisme. Il y en a qui font une seule fois le paludisme dans l'année, il y en a qui font 2 fois, il y en a qui font 3 fois. Il y en a qui n'en font pas du tout, mais toujours est-il que quand on cumule le nombre de cas, c'est 10 millions. Ça veut dire que c'est à peu près la moitié de la population burkinabé chaque année. Et le paludisme frappe surtout durement les femmes enceintes et puis les enfants de moins de 5 ans. C'est là que c'est difficile. Heureusement que maintenant, pour les enfants, il y a la vaccination, mais probablement qu'elle n'a pas encore commencé à faire ses effets, à se faire ressentir
dans la lutte. Ça va venir dans les mois, années à venir. C'est pourquoi il faut vraiment utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action pour faire en sorte qu'on baisse le niveau de cas de paludisme, le nombre d'hospitalisations du fait du paludisme et surtout le nombre de décès du fait du paludisme, parce que 2024 encore, sur 10 millions de cas, on a enregistré 3000 décès des suites de paludisme. Alors que souvent, bon, les gens négligent le paludisme, c'est comme si c'est une maladie bénigne qui ne tue pas. On peut juste voilà, c'est juste un palu. Je vais juste rester à la maison 1-2 jours, faire un traitement et puis reprendre le travail. Alors que pour certaines personnes, ça peut prendre des semaines. Voilà, ça peut nécessiter une hospitalisation quand ça passe au palier grave. Bon, et puis après, il y a tout ce qui va avec. Les piqûres de moustiques ne donnent pas seulement le paludisme, il y a la dengue aussi. On a parlé récemment d'autres cas aussi qui pourraient provenir de piqûres de moustiques. Heureusement qu'on a pu contenir ça. Merci bien. Deuxième sujet, on s'intéresse au verdict donc dans l'affaire Salifou Thiam Touré, ancien ministre. Oui, l'ancien ministre de Roch-Marc Christian Kaboré, l'ancien ministre de la jeunesse, était poursuivi pour plusieurs infractions, mais finalement, au cours de l'audience, il y a eu une requalification. Finalement, c'est le délit d'apparence qui a été retenu. Au lieu du blanchiment de capitaux qui faisait partie des premiers chefs d'accusation, mais en plus du blanchiment de capitaux, il y avait initialement la fausse déclaration de patrimoine, parce que vous savez que quand les ministres entrent en fonction, ils déclarent leur patrimoine à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. On le soupçonnait d'avoir fait une fausse déclaration de patrimoine quand il entrait en fonction, et quand vous sortez aussi, vous devez faire une autre déclaration pour qu'on compare, pour voir pendant la période de l'exercice au ministère, est-ce que vous n'avez pas fait des malversations. Et puis il y avait le financement occulte aussi des partis politiques. Bon, tout ça n'a pas été retenu au moment des débats, parce que les débats ont fait évoluer les chefs d'accusation et les griefs qui étaient portés contre l'ex-ministre. Donc, de blanchiment de capitaux, seul le chef d'accusation retenu sur les 3, finalement, on a requalifié en délit d'apparence, et c'est pourquoi il s'en sort pratiquement à bon compte, avec 18 mois de prison avec sursis, 70 millions de francs CFA d'amende, dont 5 millions fermes. Ça veut dire que tout de suite, il va payer 5 millions de francs CFA d'amende ferme. Pour les 70 millions, pour le reste, donc les 65 millions, c'est au cas où, pendant les 18 mois de prison avec sursis, il en viendrait à faire des infractions semblables à ce qui a été retenu, c'est-à-dire le délit d'apparence. Et puis il doit verser aussi un franc symbolique au Réseau national de lutte anticorruption, le RENLA, qui était parti au procès et qui a travaillé à accuser et à enfoncer le ministre Salifou Thiam Touré. C'est pas si mal que ça, parce que quand vous êtes accusé, vous vous présentez, vous vous défendez, et puis vous en sortez comme ça. D'une façon ou d'une autre, vous montrez patte blanche. Il ne fera pas la prison. Voilà, vous montrez patte blanche, mais ça veut dire que ce qu'on aurait pensé ou ce que les préjugés avaient plutôt présenté sur votre gestion sont relativement moins graves. Voilà. Si vous avez été, je ne sais pas, un mauvais gestionnaire, bon, peut-être que vous n'êtes pas le pire des ministres, voilà, en gestion des ressources publiques. Par contre, il y en a, quand ils sont convoqués, quand ils sont appelés, bon... ils prennent l'avion. Voilà, il y en a qui prennent l'avion, il y en a qui quittent le pays, il y en a qui ne se présentent pas devant les tribunaux. Bon, là, ça laisse le doute, et puis tout le monde peut spéculer sur ce qu'a été votre gestion au moment où vous étiez aux affaires. Donc c'est une bonne chose de se présenter devant les tribunaux, parce que tous les Burkinabés sont égaux devant la loi. Et les journaux aujourd'hui présentent le nouveau directeur général de la douane. Oui, Dr Yves Kafando, que les gens connaissent beaucoup déjà, à la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Pas plus tard qu'il y a 1-2 semaines, il a encore fait le bilan des saisies de marchandises frauduleusement introduites sur le territoire du Burkina. Donc, Yves Kafando, pendant ces 2 dernières années, là, parce qu'il est coordinateur de la Coordination nationale de lutte contre la fraude,
depuis janvier 2023. Donc il y a moins de 2 ans, à peu près 2 ans. Il a un résultat là-bas qui est assez éloquent à la tête de la Commission nationale de lutte contre la fraude. Et peut-être que c'est ce qui a prévalu à sa nomination comme directeur général des douanes. Mais il est lui-même douanier, voilà, de carrière. On l'a connu aussi par le passé à l'Assemblée législative de transition, comme président de la commission des finances, la CONFIB. C'était sous le président d'Amiba, c'est-à-dire à partir de 2022. Il a été reconduit comme député à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, mais il a dû démissionner après pour aller à la tête de la coordination nationale de lutte contre la fraude. Je crois que c'est la région du plateau central qu'il avait désigné comme député, si je ne m'abuse. Et Yves Kafando, il a fait ses études, une partie à Abidjan, une partie ici, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, une partie en France, puisqu'il est titulaire d'un doctorat en business administration de l'Académie des sciences et de management de Paris. Et puis, quand on regarde son curriculum vitae, il a servi sur le terrain en douane, comme vérificateur à Bitou, à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou. Donc, c'est quelqu'un qui doit bien connaître le terrain pour imprimer la dynamique nécessaire pour que la douane fasse le maximum de recettes possibles. Encore qu'avec ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la dynamique d'industrialisation du Burkina, on va importer de moins en moins de produits. Et donc, la douane pourrait être amenée à faire de moins en moins de recettes. Mais ça veut dire, c'est pas plutôt négativement qu'il faut voir ça. Il faut voir ça positivement. Parce que si vous n'enregistrez pas beaucoup de recettes douanières, ça veut dire que votre pays produit localement ce dont les consommateurs ont besoin. Et donc, c'est plutôt positif que de constater une baisse des recettes douanières si on a choisi d'industrialiser le pays. Voilà. Il ne faut pas que les baisses des recettes douanières soient le fait de la fraude. Parce que si les marchandises entrent frauduleusement, ça veut dire que la douane ne fait pas bien son travail et ça veut dire que l'État perd. Voilà. Par contre, si on enregistre moins de taxes douanières parce qu'on a industrialisé le pays, là, ce n'est pas le fait des douaniers. Ils font leur travail, mais l'État veut que les produits soient produits localement et que les taxes soient payées localement ainsi que les impôts pour que les caisses de l'État se portent bien. Mais on verra bien. Il remplace Adama Ilboudo, qui est passé aussi assez rapidement, comme d'ailleurs son prédécesseur Mathias Kadiogo. On peut imaginer qu'avec le président Ibrahim Traoré, bon, à la douane, il faut faire durer le moins possible les DG, voilà, pour avoir plus d'efficacité. Parce que quand il s'éternise là-bas, bon, la porte est ouverte à la corruption. Merci bien. Alors, on termine avec cette interrogation de l'Express du Faso. Oui. Il se demande où sont passés Human Rights Watch, donc en Israël et en Iran. Oui, Human Rights Watch et puis les autres, Amnesty International, etc., on ne les entend pas. Même les Nations Unies. Il faut parler de droits humains. Voilà. Et les Nations Unies bien plus, parce que les Nations Unies auraient dû empêcher ce type d'escalade et de violence, aurait pu nous économiser tant de morts, aurait dû prendre les devants pour que ce ne soit pas la force qui prime, mais que ce soit le droit international. Là, l'ONU a totalement échoué. Donc si l'ONU a échoué, on se demande ce que seront les ONG qui disent travailler habituellement pour les droits des morts. On ne les entend pas. L'Express du Faso a bien fait de faire cette interrogation. Bon, quand on regarde, le droit international est piétiné, c'est la loi du plus fort, ce sont les États-Unis et puis les alliés qui pensent qu'ils doivent s'imposer au reste du monde. Bon, on se demande où on va avec ça. Parce que la logique occidentale qui est que la Russie, par exemple, de Poutine a agressé injustement l'Ukraine, aurait voulu que Israël n'agresse pas aussi injustement l'Iran. Si tant est qu'il y avait un problème avec l'Iran, est-ce que c'est Israël qui doit résoudre le problème? Il y a des instances habilitées, en l'occurrence l'ONU par exemple. Mais de plus en plus, il ressort que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui travaille avec l'Iran depuis des années,
pour voir son programme nucléaire, pour que ça passe pas du programme nucléaire civil pour l'électricité au programme nucléaire militaire pour la bombe atomique. De plus en plus, il ressort que l'AIEA a pris les résultats de ces rapports, les a communiqués aux États-Unis, à Israël, pour que les États-Unis et Israël identifient les sites où il y a le nucléaire iranien et se préparent à les bombarder. Donc ça, c'est un délit d'initié. Quelqu'un a demandé, est-ce que l'AIEA va continuer à être crédible, alors que l'AIEA devrait aider le monde à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres armes nucléaires, qu'il n'y ait plus des programmes nucléaires militaires pour pacifier le monde. Même s'il y a des gens qui ont déjà acquis légalement ou illégalement la bombe atomique, bon, on peut arrêter la saignée. L'AIEA devrait travailler à ça, mais là, on se rend compte que l'AIEA travaille comme un groupe d'experts, mais qui se met après au service des États-Unis et de ses alliés. Ça, c'est injuste dans un contexte où de plus en plus le Sud global, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres pays comme la Confédération AES sont en train de travailler à rééquilibrer le monde pour que ce ne soit pas la loi d'un seul camp qui prime sur le reste du monde, surtout que ce camp-là est minoritaire en effectif de la population mondiale. C'est bien dommage, mais on attend encore Human Rights Watch, Amnesty International et les autres, selon l'interrogation de l'Express du Faso. Merci bien, Elhadj. Merci beaucoup. On va maintenant découvrir les couleurs du temps et c'est à travers la météo. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. Nous allons passer à la rubrique invité du jour, comme annonce donc ce jingle. Et notre invité du jour est Madame Marjorie Nerat Guillaume. Elle est haïtienne, elle est experte en sport international. Elle a joué du cricket. Et aujourd'hui, on va parler de tout son parcours également avec notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là. Je suppose que ce n'est pas votre première fois au Burkina. Eh bien oui, d'accord. C'est la première fois. Oui, c'est ma première visite au Burkina. D'abord, je dis merci de me recevoir. Je suis très heureuse d'être ici, d'être de retour sur le continent, parce que c'est pas ma première visite sur le continent africain, mais c'est ma première visite au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est ça. Je suis ravie d'être là. J'ai été invitée par le président de la Fédération burkinabé de cricket, M. Ibrahim Ndiaye, que je remercie énormément pour l'invitation, mais aussi pour le travail qu'il fait pour faire avancer et développer le sport cricket au Burkina. C'est ça, ne vous en faites pas, hein. Tout à l'heure on va parler du cricket pour savoir justement quel type de sport il y a avec les images à l'appui, vous allez comprendre mieux. Alors je le disais, vous êtes haïtienne, donc d'origine. C'est quoi l'actualité en Haïti aujourd'hui? Oui, alors je suis née en Haïti, la première république indépendante noire du temps moderne. Alors, il faut dire que la situation en Haïti n'évolue pas, à mon avis. Hein. La population est plongée dans une sorte de crise humanitaire sans précédent, surtout depuis la mort du président Jovenel Moïse. Il n'y a pas vraiment il y a un manque de structure dans le pays qui permettrait aux gens de vivre paisiblement. Oui. Les enfants, il y a beaucoup de personnes dépassées, des enfants, des jeunes enfants qui se retrouvent coincés, si vous voulez, impliqués dans une guerre sans fin, au lieu d'être à l'école. Donc, des jeunes filles aussi qui subissent des situations dans des moments de conflit comme ça. Vous pouvez vous imaginer ce que ça représente. Haïti, je ne sais pas si vous voyez, géographiquement, est localisé dans les Caraïbes, dans les Antilles. Et c'est un pays qui partage une île avec le pays voisins, la population n'est pas, il n'y a pas beaucoup de synergie entre les Haïtiens et les Dominicains qui sont à côté. Il y a beaucoup de conflits depuis un certain temps. Et la situation actuelle en Haïti n'arrange pas la situation. Il y a beaucoup d'instabilité politique. Moi, je suis impliquée en Haïti à travers le sport, avec beaucoup d'autres fédérations, même quand je vis ailleurs, mais je fais partie de la diaspora, comme on dit. Mais j'arrive quand même à aider
à distance. Et ça fait quelque temps que j'ai pas eu l'occasion d'y aller, malheureusement, parce que à cause de cette instabilité politique, cette crise humanitaire dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça. Ce n'est pas simple parce que même quand on entend parler de Haïti, pour beaucoup même qui n'ont pas encore visité, ils voient la guerre, la misère, la souffrance de la population et tout de suite. Mais je suis sûre quand même, surtout en termes de culture, c'est un beau pays, n'est-ce pas? Magnifique. Moi, j'ai grandi en Haïti, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires en Haïti. Quand je suis partie en Haïti, j'étais déjà assez grande. J'ai travaillé en Haïti. J'ai travaillé au début pour le gouvernement haïtien, sur Aristide. Donc, je connais très très bien mon pays. Ça me fait de la peine de le voir dans cet état-là. On a une culture très proche de ce que j'ai vu en arrivant au Burkina. Quand je suis arrivée, j'ai dit mais je suis chez moi. En fait, c'est à part les langues locales que je ne connais pas encore, peut-être, mais je pourrais passer pour n'importe quel Burkinabé, ou bien moi, je ne vois pas la différence du tout. Et il faut savoir aussi que ce qu'on appelle chez nous les griots, ce sont des personnes qui racontent les histoires de génération en génération. Il y en a aussi ici. Ah ben voilà, voilà c'est ça. Nous raconte que Haïti est composé de 21 tribus venant d'Afrique. Donc nos racines sont d'ici, au fait, on mange les mêmes choses, on danse de la même façon, on s'exprime, on s'exprime de la même manière, les danses, c'est pareil, en fait, il n'y a pas trop de différence. Ah oui. Malgré les années, malgré l'histoire, on a gardé l'Afrique dans nos cœurs. Vivement de l'avenir meilleur pour Haïti. Oui, effectivement, et c'est un vrai souci. Je sais qu'il y a une grande partie de la diaspora qui ne pense qu'à ça, à entrer en Haïti, à aller aider, à aller travailler avec les jeunes. Voilà, à différents niveaux de développement, mais c'est pas la situation, l'instabilité politique ne le permet pas. Et comment justement vous, depuis l'extérieur, vous observez ou vous appréhendez en fait les mouvements aussi au niveau donc des pays du Sahel? Aujourd'hui, vous voyez à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec le Mali, le Niger, le Burkina. Comment depuis là-bas vous appréhendez la situation de nos pays, situation sociopolitique notamment? Il n'y a pas d'appréhension en fait, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. C'est pas quelque chose qu'on envisage qui va arriver. Ce sont des faits réels. Et les Haïtiens regardent les infos comme tout le monde. On comprend quand on est haïtien, quand on est de la République d'Haïti, on ne peut qu'adhérer à certaines choses. On est ce qu'on est. On peut pas vivre, on peut pas agir, comment je peux dire ça, on peut pas faire le contraire de ce qu'on est, en fait. Et il n'y a pas d'appréhension, à notre avis. Haïti a observé, Haïti comprend, les Haïtiens ont bien compris ce qui se passe au niveau international, au niveau soit politique ou culturel. Et on a vu des pays qui ont décidé des pays souverains qui ont décidé de prendre leur destin en main. Il y a pas la question ne se pose pas, en fait. Pour nous, c'est... Et c'est quoi justement votre pensée à l'endroit donc de la trajectoire prise par les autorités du Burkina Faso, parce que nous sommes dans une révolution progressiste populaire avec le président capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, s'il y a eu un changement de gouvernance, c'est qu'il y a eu un besoin. Donc, comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Donc, s'il y a eu un changement de gouvernance, c'est qu'il y avait un besoin de ce changement-là. Et moi, j'ai des amis burkinabés, des gens avec qui je sympathise, avec qui j'échange régulièrement, qui m'ont dit, pour eux, les choses vont dans le bon sens. Donc, si la population pense que ça va dans le bon sens pour eux, je ne peux pas dire le contraire. Voilà, ce serait pas bien de dire le contraire. Donc c'est ça. Et puis le progressiste, on entend le mot progrès. Donc le progrès, c'est pour tout le monde. C'est pas réservé à une partie et d'autres restent de la stagnation et que ça n'avance pas. Si c'est le progrès social, économique, ce que ça a fait avancer la population dans la bonne direction. Oui, c'est plutôt une cause noble à mon avis. Merci bien. On va parler de sport maintenant, surtout donc de cricket. Oui. Alors, c'est quoi ce sport?
Alors, le cricket est un sport très populaire qui malheureusement n'est pas connu dans cette partie géographique. C'est le sport le plus populaire, enfin l'un des sports, mais le deuxième sport le plus populaire après le football que tout le monde connaît. Mais en termes d'adhérents, de participants, etc. Et c'est un sport populaire surtout en Asie du Sud et dans les pays anglophone. Et c'est un sport qui se joue avec 2 équipes de 11 personnes sur un terrain de forme ovale avec ce qu'on appelle au milieu un pitch qui est une forme rectangulaire. Et voilà, là on va avancer sur le terrain, voilà. Voilà, ça joue comme ça, il y a des batteurs et des lanceurs. Il y a 2 équipes, la première équipe qui lance et l'autre équipe qui bat. Voilà, c'est un petit peu comme le baseball, mais c'est différent, les règles sont pas les mêmes. Mais voilà, c'est un super sport qui permet l'intégration sociale pour les jeunes filles. C'est un sport à découvrir, à pratiquer aussi. Voilà, on est là pour soutenir la fédération burkinabé de cricket qui fait un travail énorme en ce sens. Et depuis qu'on s'est connus, depuis quelques mois, on échange assez fréquemment. Il m'a exprimé ses besoins. Donc voilà, c'était tout naturel de venir le soutenir. Et vous, c'est quoi, avant qu'on revienne à cette cérémonie à laquelle vous avez participé, c'est quoi votre histoire avec ce sport en fait? C'est quoi votre parcours dans le cricket? Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique, comme on me dit souvent. Je suis dans le milieu du sport depuis plus d'une quinzaine d'années. En fait, c'est ma passion, le monde du sport, parce que j'étais enseignante avant. Donc, j'ai beaucoup de... Alors, j'ai enseigné un sujet qu'on appelle résolution de conflits. D'accord. J'ai travaillé avec des jeunes à New York, où c'était des jeunes qui venaient de milieux défavorisés, qui étaient un peu émotionnellement instables, qui se battaient très fréquemment. Il fallait leur faire comprendre, enfin leur présenter d'autres moyens de résoudre leur situation conflictuelle sans forcément se battre. Voilà, par le dialogue, la compréhension, enfin d'autres méthodes. C'est assez intéressant parce que ces jeunes-là, même quand l'école se situe encore, l'école est dans un quartier assez chic de Manhattan, mais les enfants qui fréquentaient l'école venaient de Harlem. Il y avait de Queens ou de Brooklyn, dans des milieux où dans des foyers aussi, c'était des enfants qui avaient des difficultés. Donc ça m'a permis de travailler avec eux. Ensuite, je suis arrivée dans le milieu du sport par hasard, mais il n'y a pas de hasard au fait, mais parce que j'ai travaillé après j'ai travaillé dans la nouvelle technologie. Et je m'intéressais beaucoup par la technologie, l'innovation dans la construction d'immeubles. Et je suis arrivée dans la technologie, dans la construction, l'innovation des équipements sportifs. D'accord. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce milieu-là et j'ai beaucoup aimé parce que ça me permet d'utiliser tout ce que j'ai appris, que ce soit à l'école, que ce soit dans mon milieu professionnel, et le sport touche à tout. En fait, c'est ça qui me passionne beaucoup, que ce soit pour travailler avec des jeunes ou bien pour dans la politique sportive, pour aider à la construction d'infrastructures. Voilà, c'est pour ça que est-ce que vous avez pratiqué? Oui, j'ai pratiqué quand j'étais à l'école, j'ai joué au basket. Moi, je pratique du yoga au quotidien. Voilà. Je fais un peu de course aussi. Je fais du vélo. Le sport, la pratique sportive, ça fait partie de mon quotidien. Mais j'ai jamais été athlète de haut niveau. Mais ça veut dire que pour le cricket, vous n'avez pas joué? Je suis coach de cricket, en fait. Voilà, oui, je ne joue pas parce que je suis arrivée dans le cricket. J'étais un petit peu avancée dans l'âge. Je préférais travailler et aider à encadrer dans l'encadrement du sport et laisser le terrain aux plus jeunes.
Maintenant, on va revoir les images du jeu. Vous allez nous expliquer un peu comment ça se joue, le cricket. Vous nous avez dit, c'est deux équipes. Voilà, de 11 personnes, chaque équipe est composée de 11 joueurs. Ok. Après, j'ai décrit la forme du terrain qui est ovale. Ensuite, le pitch au milieu, c'est là où ça se passe au fait, parce qu'il y a le fielding qui est l'extérieur. Ben, il faut savoir aussi que le cricket, les expressions sont très anglophones, au fait. C'est ça, je pense que ça peut-être une des raisons qui éloigne le sport des francophones. Exactement. Et c'est le travail qu'on essaie de faire. Au fait, c'est de franciser, je ne sais pas si c'est le bon mot, les termes pour que les personnes qui ne sont pas anglophones puissent mieux comprendre le sport. Donc après, c'est le scoring. Le scoring, la partie où comment on contrôle les points. C'est ça qui est un petit peu complexe pour certaines personnes. Souvent, on entend dire que le cricket est très difficile, mais il faut juste comprendre, c'est comme le tennis. Si on ne sait pas à quel point on marque de points, dès qu'on comprend ça, c'est bien. Après, le reste c'est pas plus compliqué. C'est la partie l'équipe qui marque le plus de points qui gagne. Voilà, comme dans d'autres sports, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Donc, et si vraiment avec la réalisation, on peut voir le jeu sur le terrain, ça serait bien pour que justement on puisse découvrir comment on se lance les balles sur le terrain, sur un terrain donc de cricket. Maintenant, vous avez parlé justement du fait que le sport n'est pas assez connu. Par exemple, au Burkina, c'est vrai que peu de personnes aussi connaissent ce sport-là. Et sont surpris même d'apprendre qu'il y a même une fédération donc, de cricket au Burkina Faso. C'est quoi les grands défis à relever pour vous, pour ce sport? Alors, comme dans toute discipline, mais le développement de chaque discipline, il faut les infrastructures. Si on n'a pas le terrain de cricket qui est vraiment spécifique, c'est pas comme le terrain de foot où on a le gazon et puis on roule. Ou bien un terrain de basket, etc., qui est plus connu. Le terrain de cricket, et comme j'ai dit, c'est ovale. Et il y a le pitch qui est très dur au milieu parce que quand on lance la balle, il faut que ça puisse rebondir. Et il y a ça, il y a l'accès aux infrastructures. Et aussi aux équipements parce que c'est très spécifique. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure sur l'écran, il faut des battes, il y a des balles là on a des soft balls, c'est des balles qui sont beaucoup plus soft, beaucoup plus je sais pas parce qu'on les lance pour les petits, mais dans la réalité les balles sont très dures, très dures et les battes sont en bois. Alors, il faut avoir accès à l'équipement de qualité, aux équipements avec des équipements de qualité, et aussi la visibilité, parce que le fait que ce soit une discipline pas très connue, il faut vraiment se battre pour avoir des temps d'antenne ou bien expliquer aux gens et pour aussi encourager les jeunes pour leur dire qu'il y a d'autres options à part le foot, par exemple. Voilà, tout le monde court derrière le ballon et pourtant qu'il y a d'autres disciplines disponibles où il y a plus de place. D'accord. Alors, vous êtes venu au Burkina et vous avez d'ailleurs rencontré le ministre des Sports. Ah, vous savez ça? Oui. Alors, c'était quoi l'objet en fait de cette rencontre? Alors, moi, en tant que passionnée de sport, je ne m'attendais pas à cette question. Oui, non, en tant que passionnée de sport, je pense que c'était normal pour moi, en venant ici, d'essayer de rentrer en contact avec les autorités du sport au pays, essayer de comprendre, parce que je suis beaucoup ce qui se passe au niveau international, mais surtout quand ça m'intéresse beaucoup, je fais encore plus d'attention à ce qui se passe dans le Sahel et au Burkina, parce que j'ai beaucoup d'amis et parce que pour beaucoup d'autres raisons personnelles aussi, ça m'intéresse de comprendre cette trajectoire dont on a parlé tout à l'heure. Donc, j'ai échangé avec beaucoup de fédérations, y compris la fédération cycliste de Burkina. Donc, je connais un peu le milieu, donc je pensais que c'était une bonne idée de me présenter à lui, de lui dire ce que je fais. Et voilà.
D'accord. Alors, vous êtes venu aussi, avant de rencontrer le ministre, vous avez participé à des activités avec la Fédération burkinabé de cricket. Parlez-nous-en. Vous étiez sur le terrain, on a vu ces images. C'était à quelle occasion? Alors, il y avait 2 championnats. Je pense que c'était la finale pour les garçons le samedi 14 et ensuite pour les filles le 15 juin. Ça s'est passé dans un centre. La finale du samedi, c'était dans un centre pour enfants, les enfants en difficulté, j'imagine. Et c'est très bien passé parce que j'ai vu que la fédération a pu utiliser ce sport comme moyen de cohésion sociale, de rassemblement. C'était génial de les voir. Ensuite, on a aussi eu des activités pour les filles le lendemain, elles sont un peu plus grandes, ce sont des adolescentes. Et bon, voilà, c'était bien. Ça me rappelle encore mes années en tant qu'institutrice, professeure d'école, des jeunes qui s'amusaient et qui sont passionnés de sport, moi, j'ai pu identifier des talents vraiment super. Il faudrait pouvoir les accompagner à tous les niveaux, au niveau de formation, mais aussi d'encadrement, mais aussi au niveau psychologique. Il y a vraiment un besoin énorme à ce niveau-là. Ah oui. Maintenant, aujourd'hui, vous avez l'alliance aussi, une alliance de cricket qui valorise justement ce sport-là. Comment vous êtes organisé? Quelles sont vos ambitions? Oui, on a décidé avec le président de la fédération du Burkina de cricket et du Mali, il y a aussi le Niger qui se prépare pour nous rejoindre parce qu'il faut déjà créer la structure, la fédération avant de rejoindre l'alliance. Il y a le Burundi, il y a Haïti, bien évidemment. Il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun. On travaille ensemble. L'idée, c'est de vulgariser le sport dans cet espace géographique. Voilà. Et il y a ça, et on est en discussion avec 6 autres pays. Il y a le Togo aussi, il y a le Bénin. En fait, dans l'espace géographique, comme j'ai dit, dans les pays. Il faut savoir aussi comment c'est structuré au niveau international. L'instance internationale de cricket a une centaine de membres. Et au niveau continental, sur le continent africain, il y a 22 pays quand même qui jouent au cricket, mais il n'y a que 5 pays francophones. Donc, il y a le Rwanda, les Seychelles, Côte d'Ivoire, le Mali et si je ne me retrompe pas, c'est le Cameroun. Donc, sur autant de pays qui parlent français, voilà, il y a quand même un travail à faire et on trouve qu'on peut apporter une valeur ajoutée dans ce travail de développement, surtout dans cette partie du monde. Merci beaucoup. Nous avons épuisé notre temps d'entretien. On vous permet un mot de fin avant qu'on se dise au revoir. Quel serait votre mot de fin? Je suis vraiment contente d'être au Burkina Faso et je pense que c'est un pays qui a marqué le cœur de pas mal de personnes ces derniers temps. Je suis très heureuse d'être ici. Voilà. D'accord. Et bon vent au cricket. Exactement. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions Madame Marjorie Nerat-Guillaume. Elle est experte en sport international. Donc, on a parlé de cricket ensemble. Je rappelle qu'elle était là pour notamment suivre des championnats de cricket organisés par la Fédération de cricket au Burkina. Et vous avez pu voir ce sport-là. On vous invite à découvrir encore plus. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous allons accompagner notre invité avec cet élément. Et pour ce matin, nous sommes avec M. Nema Palenfo. Il est donc moniteur à Victoire Auto-École. Victoire Auto-École qui est notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Bonjour M. Palenfo. Oui, madame, bonjour. Bienvenue. Merci bien. Alors aujourd'hui, on va apprendre aux usagers de la route à faire un bon dépassement et surtout à faire un dépassement en toute sécurité. On en parle aujourd'hui. Donc justement, qu'en est-il des conditions pour faire un bon dépassement? Quelles sont les conditions qu'on doit réunir au niveau de la circulation pour faire un bon dépassement? D'accord, merci, je vous remercie. Bon, d'abord, il faut définir le dépassement, c'est quoi? C'est le fait pour un conducteur de vouloir prendre de l'avance sur un autre conducteur qui le précède et qui l'estime peut-être qu'il ne roule pas assez vite. Bon, la manœuvre en tant que telle n'est pas interdite, mais ça doit respecter certaines conditions.
Alors, donc, on va aller au pas à pas pour élucider un peu. D'accord. Donc, avant de faire le dépassement, il faut s'assurer qu'aucune signalisation type n'interdit la manœuvre, notamment. Donc, on va parler de 2 panneaux essentiels. Donc, où vous voyez les véhicules, c'est interdit de dépasser, il peut avoir les images. D'accord, on va y aller avec les images. Voilà, ça par exemple, il est interdit aux véhicules lourds de transport de marchandises, donc de dépasser les autres véhicules à moteur. Donc ça, c'est un type d'interdiction. Il y a une autre image. Donc si on voit ce panneau, oui, et bon. que... Oui, voilà, celui-là, il interdit le dépassement, mais c'est une interdiction restreinte. Ça concerne uniquement les véhicules lourds de transport de matériaux ou de marchandises. C'est-à-dire celui qui part avec un poids léger, s'il vient trouver cette interdiction-là, il n'est pas concerné. D'accord? Mais il y a l'autre image. D'accord. Voilà, ça c'est une interdiction généralisée. Aussi bien les véhicules lourds que les véhicules légers là sont concernés. Donc ça aussi c'est une signalisation type qui interdit de faire le dépassement. Notamment aussi on a ce qu'on appelle la ligne continue là. La ligne continue au milieu de la chaussée. S'il y a une image encore, on va essayer de... Voilà ça. Quand vous avez une ligne tracée continue au milieu de la chaussée comme ça, donc on dit de ne pas la franchir. Donc il est interdit d'aller de l'autre côté, à gauche là, pour pouvoir effectuer le dépassement. On a aussi les flèches là, les flèches de rabattement. Donc en réalité, les flèches là même annoncent une ligne qui sera continue. Donc s'il y a une image, je vais voir. Donc ça, c'est toujours la ligne continue qui interdit le dépassement. Donc si on voit cette ligne, on ne doit pas, la franchir. On ne doit pas la franchir. Mais avant de voir la ligne même là, c'est ce que je demande les flèches là. Donc il y a les flèches qui vous préviennent déjà de faire attention que vous aurez une ligne continue. Donc on va présenter une flèche d'abord. Si vous avez raté la première flèche là, venez à une deuxième flèche maintenant. Continuez maintenant par commencer du moins par vous à vous ranger. N'effectuez pas le dépassement parce que vous n'êtes pas sûr de terminer le dépassement, surtout s'il y a des véhicules devant vous et que vous tentez maintenant et que vous n'arrivez pas, voilà, là où il y a le véhicule rouge là, c'est genre des flèches là. Donc si vous arrivez au niveau de la dernière flèche et que vous n'avez pas pu terminer votre dépassement, là, que vous piétinez la ligne continue, vous êtes carrément en infraction. Donc voici là les signalisations types. Maintenant, il y a d'autres signalisations qui ne sont pas typées, mais qu'on va citer. Donc il est interdit notamment de dépasser au niveau des virages, notamment sur les routes à double sens de circulation. Okay. Il est aussi interdit de dépasser à hauteur des montées et puis des descentes de côte. Donc en général, il est interdit de dépasser lorsqu'on n'a pas une visibilité bien dégagée à l'avant. Il y a le fait aussi des intersections. Donc pour franchir une intersection, vous ne devez pas faire le dépassement, sauf si vous êtes sûr que vous avez la priorité à l'intersection. Notamment, vous pouvez avoir des panneaux donc qui vous avertissent que vous avez la priorité à l'intersection. Ou bien sûr, par exemple, vous arrivez que vous avez les feux tricolores et que votre feu, par exemple, est vert. Donc, en ce moment, vous pouvez oser faire le dépassement. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous abordez une intersection où vous n'êtes pas sûr d'avoir la priorité, là, donc vous ne pouvez pas faire le dépassement. Aussi, il faut éviter de dépasser un véhicule qui est déjà engagé en train de faire un dépassement. Double dépassement, ce n'est pas bien. Ou bien aussi, lorsque vous voulez dépasser là, il faut vous assurer qu'à l'arrière, il n'y a même pas quelqu'un déjà qui est engagé à vous dépasser, sinon vous risquez de le perturber. Donc voici... pour dépasser, on regarde à l'avant et à l'arrière. Voilà, une des conditions. Voilà, donc, mais il faut s'assurer que toutes ces conditions-là sont cumulativement réunies. La visibilité à l'avant, à l'arrière, et puis aucune interdiction, aucune signalisation qui interdit. Donc, si une des conditions manque à l'appel, donc on ne peut pas faire le dépassement. Ce n'est pas prudent. D'accord. Ce n'est pas prudent de faire le dépassement en ce moment. Pour ce qui concerne les lignes et les flèches de rabattement qu'on a vues tout à l'heure, est-ce que sur nos routes au Burkina Faso, je ramène toujours au Burkina pour qu'on adapte, est-ce que c'est respecté en fait? Ces tracés-là sont respectés sur nos routes? Vous voulez dire, est-ce que c'est présent? C'est présent, voilà. Bon, en effet, vous allez voir que souvent, c'est quand la route est nouvellement faite, voilà, donc avant réception chez les autorités, bon, vous allez voir que la peinture est là. Mais bon, malheureusement, avec le temps, ça se dégrade et ça disparaît. Donc c'est ça qui cause maintenant le problème. Mais en général, on met la ligne continue là. Ce n'est pas à tout hasard. Vous allez voir, quand j'avais parlé de virages dangereux, au niveau des virages sur double sens de circulation, donc si vous allez aborder le virage là, on va d'abord commencer avec les flèches jusqu'à venir tracer la ligne là, d'accord? Donc c'est pour vous dire que même si, par exemple, en abordant le virage, que vous n'avez pas la présence de la ligne, mais vous êtes censé savoir que, comme il manque la visibilité à l'avant,
Donc vous ne devrez pas dépasser. Sinon on ne met pas les flèches là et puis les lignes là pour mettre comme ça seulement. Donc c'est effectivement dans ce genre de situations là, comme par exemple au niveau des virages ou bien à l'approche des intersections aussi, surtout en agglomération. Donc c'est ça. Sinon malheureusement avec le temps là, la peinture est vite partie chez nous. Hein. Pourtant si c'est chez les blancs là, c'est les mêmes éléments qu'on utilise pour faire, mais je ne sais pas pourquoi chez eux ça va demeurer des années et des années et que chez nous là en quelque temps sinon c'est déjà parti. Bon, les réalités du terrain. C'est les réalités du terrain. Oui. Ou bien c'est le soleil du Burkina. Je ne sais pas. On verra bien. Oui, donc, on a vu ce qui est interdit hein, oui. donc, en matière de dépassement. Oui, donc, si vous nous avez expliqué dans les cas, oui. les cas dans lesquels c'est interdit de dépasser. Oui. Maintenant, à quel moment on peut faire un bon dépassement? On peut effectuer un bon dépassement. Ok. Donc, premièrement, il faut s'assurer que, comme j'ai dit, les conditions de dépassement là sont réunies. D'accord. Maintenant, comme j'avais dit, surtout les choses, comment on appelle, quelqu'un qui est déjà engagé et que vous vous engagez aussi à le dépasser là, ce n'est pas bien. Donc, quand vous avez une bonne visibilité, surtout à l'avant, et que vous n'êtes en présence d'aucune signalisation qui interdit le dépassement, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous allez commencer par maintenir un bon écart avec les véhicules qui vous précèdent là. Donc, si vous êtes beaucoup plus en retraite, ça fait que vous avez une bonne vue dégagée à l'avant. Surtout comme on sait que nos routes là sont à double sens de circulation en majorité. D'accord? Vous mettez beaucoup plus en retrait pour avoir une vue dégagée à l'avant. Donc, si ça c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Il faut rétrograder. Vous n'allez pas être à la dernière vitesse comme ça et puis vouloir tenter le dépassement. Maintenant, si ça, on a dit qu'il faut toujours accélérer plus que la vitesse à laquelle celui qui vous précède là roule. D'accord? Comme ça, vous le rattrapez rapidement. Et maintenant, vous le dépassez. Une fois que vous avez fini, maintenant, vous venez vous ranger. D'accord? Vous pouvez réduire votre vitesse en ce moment. Donc, vous rétrogradez pour être sûr que vous avez une réserve de vitesse en cas de cas. D'accord? Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? C'est de mettre votre clignotant gauche. Voilà. Bon, comme j'ai dit, on dépasse toujours par principe par la gauche. Voilà. Mais à droite aussi, il y a des cas exceptionnels. Par exemple, quelqu'un que je suis et qui décide de tourner à sa gauche, qui met son clignotant gauche. Donc, moi, je suis autorisé à le dépasser par la droite. Sans quoi? Donc, quand les conditions là sont réunies comme ça, vous mettez maintenant votre clignotant à gauche et puis vous êtes parti. Voilà, c'est comme ça que il faut procéder en fait. D'accord. Donc, on garde une bonne distance. Voilà. On met le clignotant. Non, on garde une bonne distance, on rétrograde. On rétrograde. Voilà, pour avoir une réserve de vitesse. Et puis, en ce moment, maintenant, on met le clignotant à gauche. Voilà, et on est parti. D'accord. Et après le dépassement, il faut se ranger. Voilà, ce que vous avez dit aussi. Ça aussi, pour se ranger, bon, vous n'allez pas dépasser et puis dans l'immédiat comme ça, et vous rabattre. Donc, si vous faites cela, il y a des fortes chances que le véhicule que vous venez de dépasser là, qu'il vous percute. Donc, qu'est-ce qu'on dit de faire? Une fois que vous avez fini de dépasser, donc, continuez de rouler jusqu'à ce que vous allez voir le véhicule que vous avez dépassé là. S'il apparaît de face dans votre rétroviseur, là, en ce moment, vous savez que vous avez un bon écart avec lui. En ce moment, vous pouvez vous ranger. Sinon, si immédiatement vous dépassez comme ça, que vous ne le voyez pas de face apparaître dans le rétroviseur et puis vous voulez serrer, vous rabattre à droite, là, il y a des fortes chances qui vous percutent par derrière. D'accord. Oui. Donc, attention. On entend souvent parler aussi de mauvais dépassement. Oui. C'est dans quel cas, justement, on effectue un mauvais dépassement? Voilà, les éléments que je viens de citer, et vous voyez, c'est ce que même les transporteurs aiment faire sur les routes là. Donc, on est pressé pour dépasser, ce qui n'est pas bien. Donc, on ne cherche pas à réunir toutes les conditions. J'ai dit que les conditions là sont cumulativement. Il faut que ça soit en même temps. Voilà, avoir la bonne visibilité à l'avant, à l'arrière, et puis être sûr que rien n'interdit le dépassement. Bon, par exemple, moi je peux avoir, bon, il n'y a rien qui interdit le dépassement, par exemple, mais à l'avant ça va. Mais dès que je jette un coup d'œil dans mon rétroviseur, je vois qu'il y a quelqu'un avec son clignotant derrière qui essaie de me dépasser. Je ne peux pas forcer pour sortir. Donc c'est ça qu'il dit, il faut que les trois conditions là sont cumulativement réunies. Mais à d'autres qui ne regardent pas tout ça, même au niveau des virages, à double sens de circulation, bon, ce n'est pas leur problème, hein, ils lancent. Mais maintenant, celui qui vient de l'autre côté du virage, là, qui a la priorité dans sa voie, il se retrouve à être surpris. Hein? Et c'est ce que les transporteurs là font sur la route, là. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. À ce moment, maintenant, c'est la catastrophe. Il faut que maintenant, celui-là, vers la fin, c'est lui-même, il sera obligé de quitter la chaussée même pour éviter, souvent minimiser les risques. C'est très, très, très dangereux. Donc, c'est ça, par exemple, les mauvais dépassements. Là. Donc, dès qu'on n'est pas patient, qu'on ne réunit pas toutes les conditions et qu'on s'engage à l'aveuglette comme ça là. Voilà, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Donc attention. Alors, on va terminer par les conseils pratiques que vous pouvez donner aux usagers de la route en ce qui concerne le dépassement. D'accord, voilà c'est ce que j'ai dit, il faut être patient, il ne faut pas être pressé. Donc, parce qu'il y a des gens, ils s'engagent, à un moment donné, ils se rendent compte, à l'avant, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils viennent de revenir en arrière. Le fait de freiner, maintenant, il y a des véhicules qui vous suivent. Vous êtes déjà dégagé dans la voie de gauche.
Donc maintenant, moi, je me positionne, un coup maintenant, vous freinez et vous voulez vous rabattre encore. Donc il y a des fortes chances que ceux qui viennent derrière là vous prennent. Donc c'est le manque de patience là. Deuxièmement, comme j'ai dit, il faut toujours s'assurer, surtout par rapport à ceux qui sont déjà engagés là, pas que facilement, c'est ça qui vous prend. D'accord. Donc quand quelqu'un est déjà engagé, que vous sortez brusquement comme ça là, vous allez le perturber. Ou bien quelqu'un qui est devant vous, il est déjà en train de le dépasser. Et vous aussi, vous n'avez pas la bonne visibilité à l'avant et vous mettez votre clignotant, vous sortez pour suivre aussi. Bon, le dépassement à la queue. Oui, le truc même c'est quoi? Celui qui est devant, lui peut voir, par exemple, on calcule, il peut voir qu'il y a un véhicule qui vient en face, mais la manière dont lui l'a évalué, il s'est dit qu'il peut rapidement faire la manœuvre, se ranger avant d'arriver au niveau du véhicule qui vient en face. Mais maintenant, si lui sort, que vous le suivez, vous ne voyez pas bien devant, vous mettez votre clignotant, à un moment donné, lui se rabat, hein, et la sécurité, maintenant vous êtes surpris par l'obstacle qui vient devant, tout simplement parce que vous n'étiez pas préparé. Non, on ne doit pas suivre un véhicule. Quelqu'un qui est déjà engagé à faire un dépassement, sauf si c'est une sens unique de circulation, et que ce dernier n'occupe pas la dernière voie de dépassement. D'accord. Voilà, si c'est une sens unique de circulation, bon, la vitesse à l'avant, ce n'est pas un souci parce que personne ne va vous croiser. Mais si la dernière voie de dépassement est déjà occupée par quelqu'un, patientez qu'il finisse. Voilà. Sinon, c'est encore une voie de réserve de dépassement et que celui qui vous précède là est par exemple dans une voie de dépassement et que l'autre à gauche est dégagé, vous pouvez aller puis le dépasser. Mais s'il occupe la dernière voie de dépassement, vous patientez. Donc au pire des cas, même sur les routes à 12 ans de circulation, quelqu'un qui a déjà mis son clignotant, qui est en train de dépasser, patientez qu'il finisse et qu'il se rabatte. Vous allez voir si vous avez la bonne visibilité à l'avant avant de vous engager. Et puis j'attire encore l'attention sur le transporteur là. Bon, souvent on dirait qu'il blague quoi. Vous allez prendre la vie de combien de personnes, hein? Souvent des centaines de personnes dans le véhicule. Souvent c'est toute une famille entière même. Et vous blaguez avec ça comme ça, c'est pas sérieux. Hein? Ça, alors qu'ils prennent des longs trajets. Oui, par moments ils sont fatigués. Hein? Par moments ils sont fatigués, vous forcez. Vous allez voir qu'ils sortent, ils voient que c'est dangereux, ils essaient de revenir derrière, donc c'est devenu maintenant la catastrophe. On ne sait pas sérieux. Souvent il y a des compagnies, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Sur la route, quand on les voit faire les choses même là, on ne sait pas qu'on ne veut pas dire les noms souvent, sinon c'est pas la peine, c'est même pas la peine. Faites attention. Oui. Donc, merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement en vacances. Oui, on sait que Victor Auto-École aussi, pendant les vacances, et notamment aussi encouragé le permis de conduire. Alors, quel est votre message à l'endroit des téléspectateurs? Voilà, donc on va rappeler les agences. Donc, nous sommes présents à Somgandé, qui est notre siège, ensuite Tampoui, Kiliouin, Kosogun et puis Kamboinsin. D'accord. Bon, comme on a le numéro commercial qui est affiché, donc ceux qui peuvent contacter directement, ils peuvent contacter une des agences. Mais ceux qui sont à proximité, c'est encore mieux de passer. Si vous passez, les secrétaires vont vraiment vous taquiner là-bas. D'après quelqu'un, comment on appelle, les clients ne doivent pas venir et puis repartir avec ce qu'il a empoché, vous venez. Voilà, sinon c'est les vacances. Bon, les parents, j'encourage pour que vous inscrivez les enfants là. Donc, ce n'est pas forcément le permis là. Comme j'ai dit, même quelqu'un qui pédale à vélo, donc il doit connaître le code de la route. Voilà, c'est ça, de A1 là. Il faut connaître le code de la route. Vers la fin, maintenant, si vous connaissez que vous avez une catégorie de permis à empocher, c'est bien. Sinon, allez inscrire l'enfant là. Ce n'est pas dans l'intention que vous allez donner une voiture à rouler. Et ça même, c'est encore mieux aussi parce qu'il y a d'autres parents dont les enfants là prennent la voiture en cachette souvent pour sortir avec. Il va aller causer un drame dehors comme ça. Autant l'inscrire plus tôt. Oui, c'est ça, pour éviter tout ça. Parce que si quelque chose arrive, vous êtes responsable. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire seulement. Donc si vous pouvez inscrire les enfants, voilà, donc quelques mois de vacances, et puis bon, même s'ils n'ont pas terminé tout le programme là, même si c'est au niveau de la conduite, on voit ça, vous reprenez le code et vous venez, vous allez achever. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup et puis on salue tout le monde au niveau des agences de Victor Auto-École. Merci monsieur Palempo d'être passé. Merci bien. On va marquer une petite pause. Juste après, on retrouve Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Les rendez-vous du week-end avec l'honorable Honoré Onadia. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour à Moumbara, que le bon Dieu exauce nos différents vœux, qu'il nous permette tout un chacun de nous de partager cet amour autour de nous pour contribuer à un retour de la paix. La paix, rien que la paix pour notre pays, le Burkina Faso. Amen. Merci beaucoup. Merci. On débute les rendez-vous du week-end avec notamment la 3e édition d'un événement, donc Festimo with Toguin. Le Festival international de musique de Ouagadougou, Ouitoguin, en fait, c'est sa 3e édition. Une édition qui ouvre d'ailleurs ses portes ce matin. Voilà, du côté, ce soir plutôt, du côté, bien sûr, du terrain aéré situé à 100 mètres du lycée Nicolas Ducreux. Pour ceux-là qui connaissent. Alors c'est un festival qui va nous permettre de rendre un hommage à tous ces ambassadeurs qui travaillent jour après jour pour ici notre culture au sommet des sommets. Mais par la même occasion aussi, ce sera un festival qui va nous permettre de voyager entre le live et bien sûr le playback,
car des artistes viendront presser en live, atteste la présence de Ameti Meria, cette diva de la musique du Burkina Faso, viendra presser en live également le Prince Dez Altino sera de la partie, Ismo Vitalo et bien sûr la pépite voilà, de cette structure Simple Events, qui n'est toute que Josie, sera également en prestation live pour cette 3e édition. Alors pour nous accompagner également en playback, des artistes viendront également apporter leur contribution. En témoigne la présence de Zedmo, voilà, Barak La Voix d'Or, Kayaoto, Tibila, Flowman Boy, Natu, Bass Widga, Miss Maya, Mercanti, Priva, Salamata, Il Boudo, Kader Champion élu 111, Momo, Ila Clemsi, Latima pour ne citer que cela. Alors, nous allons vous donner rendez-vous chaque soir, du côté bien sûr du terrain aéré situé à 150 mètres du lycée Nicolas Despreux, pour vivre pleinement la 3e édition du Festival international de musique de Ouagadougou, Ouittoguen. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, ça coïncide justement avec la fête de la musique. Alors, en tant que voilà, personne qui aimait la musique de Burkina Faso, participer à cette fête de la musique-là pour que nous puissions rendre un hommage comme il se doit à tous ces ambassadeurs-là qui travaillent voilà, jour après jour pour nous proposer de belles sonorités. Et c'est l'occasion pour nous de faire un coucou spécial à M. Semporé, également à toute son équipe. Et nous vous attendons ce soir pour le début de nos activités. D'accord. Deuxième sujet, ou pour ne pas dire deuxième actualité, on parle de l'acte 4 du Sumo Douma. Voilà, Sumo Douma, voilà. Et, ça veut dire quoi, Sumo Douma, voilà. Quand un sumo est bon là, directement à travers les personnes, on sait déjà. Voilà, Sumo Douma. Amna donc biula danna, voilà ma tike biula danna, bike sini ula danna, voilà bike sinazara. Voilà, donc Sumo Douma, c'est avec bien sûr cette actrice musicienne engagée pour la paix, qui a décidé, voilà, à travers, chaque année, elle organise ce sumo-là, voilà, qui permet de parler de paix, mais également de rappeler à tout un chacun de nous que la paix ne doit pas être un mot, mais plutôt un comportement. Elle n'a que sa voix pour porter ce message-là, pour contribuer à un retour de la paix. Elle, c'est l'artiste, bien sûr, Assa Maïla, qui vous donne rendez-vous demain, samedi 21 juin, du côté, bien sûr, du Sénazé à partir de 19h. Et le thème qui a été retenu pour accompagner ce acte 3-là, eh bien, l'acte 4 plutôt, c'est bien sûr soutenir la vision du président Ibrahim Traoré pour un Burkina nouveau. Pour un Burkina nouveau, nous nous engageons. Pour un Burkina de paix, nous nous engageons. En tant qu'acteur de paix, apportons notre contribution, car elle ne sera pas seule. Elle va effectuer le déplacement, mais également des ambassadrices de notre culture viendront l'accompagner. On va vous permettre de venir découvrir cette dernière personne demain, du côté du Sénaza, à partir, bien sûr, de 19h. Maintenant, on parle cinéma. Quel est le programme au ciné Burkina et au ciné Nerwaya? Au ciné Nerwaya, nous vous proposons ce film intitulé La Vengeance. C'est un film, bien sûr, de Franck Bandry. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 16 jusqu'au 22, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Le mot de passe, vous le connaissez, c'est bien sûr 2000 et 2500 francs. Du côté, bien sûr, du ciné Burkina, c'est ce film-là qui reste le même. On l'a commencé à le projeter depuis le 9 et il continue son bonhomme de chemin jusqu'au 22. C'est le film Gurunga, une marmite pour un projet. Alors, c'est ce film-là qui vous a proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de suivre ce film, nous allons vous demander de venir le découvrir. Également, débourser la somme de 2000 et 2500 francs. Parce que comme on le dit, quand on aime la vie, on va au cinéma. Simplement. Comment j'écoute la bande-annonce, les Anatole la font rire vraiment. Et pour terminer, les rendez-vous de la maison, Honoré. Les rendez-vous de la maison, 11h, cadeau du jour. Un seul numéro à composer, 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse. Alors, demain, voilà, nous vous proposons la rétrospective du Sonré à la télévision à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Pour la rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche du côté de la télé à partir de 6h. La rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par le maestro, le docteur de micro, le capitaine Rasmane Nikiema, assisté bien sûr de Barthélémy Capri. Et quant au rendez-vous de l'information sur Savane FM, c'est bien sûr votre émission 100 minutes pour comprendre demain sur l'ensemble du média. Eh bien, nous allons recevoir le coach Simon Ouedraogo. Avec lui, il sera question de parler de comment mieux passer ses vacances.
mais également vous partagez une très bonne nouvelle. Donc voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo pour les rendez-vous du week-end. Merci beaucoup, Honoré. Merci à vous. Et à vendredi prochain. Inch'Allah, merci Inch'Allah, bon week-end à toi. Merci également. Reste avec nous, c'est ensemble qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs. On se quitte pour 2 jours pour mieux se retrouver, Inch'Allah, lundi quand il va sonner 7h30 sur Savan TV. Mais permettez-nous de dire merci à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. À la réalisation, c'était nous, Foubon Congo, Michael Yamego à la réalisation et au son. Merci à Laura au niveau de la production, en salle de maquillage. Donc on dit merci à toute l'équipe là-bas. On dit merci également donc en salle de montage, en salle de diffusion et surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, à lundi. Kiss.